Je m'appelle Jenna, j'ai 32 ans, je suis sergent dans l'armée, et je viens de rentrer de 6 mois d'un entraînement intensif et éreintant sur le terrain. J'ai conduit pendant 3 heures dans la neige, pour rentrer à temps pour Thanksgiving. Mais je n'ai pas été accueilli par l'étreinte chaleureuse de mon mari. Au lieu de cela, j'ai trouvé une maison glaciale, et une puanteur qui m'a frappé comme un coup physique. Sur le comptoir de la cuisine, un mot était posé, maman et moi sommes partis en croisière. Tu t'occupes de Victor. Victor, mon beau-père atteint d'une maladie en phase terminale, était sur le canapé, affamé et tremblant de froid au milieu de ses propres excréments. Ils avaient laissé un homme mourant derrière eux, pour aller siroter des cocktails en mer, en utilisant les économies que j'avais faites pour la maison. Ils pensent que je ne suis qu'un soldat qui suit les ordres. Ils ignorent qu'avant que Victor ne rende son dernier souffle, nous avons déclenché une opération qui leur a tout coûté. Commentez, justice, si vous croyez que le karma finit toujours par rattraper les gens. Abonnez-vous dès maintenant, pour voir comment un soldat donne à des traîtres une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Le trajet depuis Fort Bragg avait pris plus de temps que prévu. L'hiver de Caroline du Nord avait décidé d'arriver en avance, transformant l'autoroute en un bourbier dangereux et glissant. Mais je m'en fichais. Mes mains serraient le volant de mon pick-up, mes jointures étaient blanches, mais mon cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis 6 mois. Pendant un semestre, j'avais dormi dans la boue, mangé des rations de combat, et hurlé des ordres par-dessus le rugissement des simulateurs d'artillerie. Maintenant, la seule chose à laquelle je pensais, c'était à une douche chaude, à un verre de vin rouge, et à Brady. J'imaginais mon mari m'attendant, Brady Mitchell. Même après 5 ans, le simple fait de prononcer son nom me faisait sourire comme une écolière. Il n'était pas militaire. Il était fait de douceur, et de sourires charmants. Un consultant immobilier, qui passait plus de temps à faire du réseau sur les terrains de golf qu'à vendre des maisons. Mais ça ne me dérangeait pas. J'étais le pourvoyeur, la protectrice. C'était mon rôle. Je voulais juste qu'il soit là. Je me suis garé sur le parking du Walmart, juste à la sortie de l'autoroute, me joignant à la foule chaotique des acheteurs de dernière minute pour les fêtes. Les portes automatiques m'ont accueilli avec une bouffée de chaleur artificielle, et le son de Mariah Carey. J'ai navigué dans les allées avec une précision militaire, attrapant une dinde butterball de 9 kilos, un sac de pommes de terre, et 2 bouteilles de Cabernet hors de prix. Je voulais que ce Thanksgiving soit parfait. Je voulais rôtir cette volaille, remplir la maison de l'odeur de la sauge et du romarin, et prétendre, juste pour un week-end, que nous étions une famille normale. J'ai même pris un petit carton de yaourt à la pêche pour Victor, le beau-père de Brady. Je savais que le cancer du pancréas avait ruiné son appétit, mais peut-être pourrait-il le garder dans l'estomac. Quand j'ai finalement tourné dans notre rue, le quartier ressemblait à une carte postale. Les Smiths, nos voisins, avaient installé leur reine gonflable. Les Johnson avaient bordé leur allée de lumière en forme de sucre d'orge. C'était chaleureux. C'était invitant. Mais ma maison était plongée dans le noir. Une petite boule d'angoisse s'est serrée dans mon estomac. Je me suis dit que Brady faisait probablement une sieste. Ou peut-être qu'il était à l'arrière, en train de regarder le match. J'ai garé le pick-up, j'ai pris les courses, et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Brady, je suis rentré, ai-je appelé, refermant la porte d'un coup de pied derrière moi pour bloquer le vent. Le silence m'a répondu. Ce n'était pas le silence paisible d'une maison vide. C'était le silence lourd et oppressant d'un tombeau. Et puis, le froid m'a saisi. J'ai lâché les sacs de course. Les bouteilles de vin se sont entrechoquées, un bruit sec dans le calme ambiant. Je pouvais voir mon souffle se condenser devant moi, dans la lumière de l'entrée. Je me suis dirigé vers le thermostat sur le mur. L'écran était vide. J'ai tapoté dessus. Système éteint. Température actuelle, 11 degrés Celsius. 11 degrés. Pourquoi diable le chauffage serait-il éteint en plein mois de novembre? Brady, ai-je appelé à nouveau, ma voix plus sèche cette fois, reprenant mon ton de commandement. C'est là que je l'ai senti. Sous l'air froid et rance, il y avait autre chose. Une odeur forte, âcre, de l'ammoniac. C'était une odeur que je connaissais des hôpitaux de campagne et des situations désastreuses. L'odeur des excréments humains. Le nœud dans mon estomac s'est transformé en un véritable roc. J'ai lâché mes clés et j'ai couru vers le salon. Victor. Le salon était dans la pénombre, éclairé seulement par les lampadaires de la rue qui filtraient à travers les stores. Mais je l'ai vu.
Victor Harmon, un homme qui avait autrefois commandé un peloton au Vietnam. Un homme qui mesurait un M88, et terrifiait les stagiaires de la banque d'un seul regard, était recroquevillé sur son vieux fauteuil à bascule en bois. Il ne se balançait pas, il tremblait. Il était enveloppé dans un seul plaid fin. Ce plaid en polaire bon marché qu'Hélène, ma belle-mère, avait acheté dans un magasin discount. Il ressemblait à un squelette recouvert d'une peau grise. Ses lèvres étaient gercées et en sang, aussi sèches que du parchemin. « Victor » ai-je chuchoté, me précipitant à ses côtés. Je suis tombé à genoux, le froid du parquet mordant mes jambes. Il a ouvert les yeux. Ils étaient enfoncés, entourés de cernes sombres d'épuisement. Quand il a posé son regard sur moi, une expression a traversé son visage, qui m'a brisé le cœur. C'était de la honte. Une honte profonde et humiliante. Puis, du soulagement. « Jenna » a-t-il râlé. Sa voix ressemblait au frottement du papier de verre. « Mon ange. » J'ai touché son front. Il était glacial, et pourtant moite. J'ai baissé les yeux. L'odeur venait de lui. Son pantalon de survêtement était trempé. La flaque sous le fauteuil avait gelé, formant un gâchis collant. Il était assis dans sa propre urine depuis Dieu sait combien de temps. « Je suis là » ai-je dit, ma voix tremblante d'une rage que je n'avais pas encore totalement digérée. « Je suis là. Je ne pars pas. » Je me suis levé, mon esprit passant en revue les protocoles du TCCC, les soins tactiques aux blessés de combat. Chaleur, fluide, hygiène. Je devais allumer le chauffage. Je devais lui donner de l'eau. J'ai couru à la cuisine pour prendre un verre. C'est là que je l'ai vu. Sur l'îlot en granit, juste à côté de la coupe à fruits qui ne contenait rien d'autre que 3 bananes pourries, il y avait un morceau de papier ligné. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était celle de Brady, gribouillée, hâtive et négligente. Je l'ai ramassée, mes mains tremblant si fort que le papier froissait. Jenna, maman et moi avons décidé de sauter sur une offre de croisière Carnival à la dernière minute. Pause pour notre santé mentale. On avait besoin de soleil. Puisque tu es rentré, occupe-toi de Victor. Il a été d'une humeur massacrante. Ne nous attends pas. De retour lundi. Il y avait un smiley dessiné en bas. J'ai fixé le papier. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Pause pour notre santé mentale. Ils avaient coupé le chauffage pour économiser sur la facture d'électricité pendant leur absence. Ils avaient laissé un homme de 72 ans, atteint d'un cancer du pancréas de stade 4, seul dans une maison glaciale, incapable de marcher jusqu'aux toilettes, incapable de se servir un verre d'eau, pendant qu'ils allaient boire des métés sur un bateau. Ils ne l'avaient pas simplement laissé. Ils s'en étaient débarrassés, comme d'un meuble cassé qui encombrait le salon. J'ai regardé en arrière vers le salon, où un héros de guerre tremblait de froid dans ses propres déjections, attendant que la mort l'emporte, parce que sa famille était trop occupée à s'amuser pour s'en soucier. J'ai ressenti un basculement en moi. L'épouse aimante, qui avait acheté du vin et une dinde, est morte dans cette cuisine. La fatigue de mon déploiement s'est évanouie, remplacée par une concentration froide et cristalline. J'ai écrasé le mot dans mon poing. Je me suis souvenu du credo du soldat, que j'avais récité 1000 fois. Je n'abandonnerai jamais un camarade tombé au combat. Victor était mon camarade maintenant. Et Brady? Brady n'était plus mon mari. Il était l'ennemi. J'ai posé le mot froissé près de l'évier, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai rempli le verre d'eau. La mission avait changé. L'opération Thanksgiving était terminée. La contre-offensive venait de commencer. La première priorité était le triage. C'est ce qu'on vous apprend dans l'armée. On arrête l'hémorragie, on stabilise le patient, et on sécurise le périmètre. Mon périmètre était cette maison glaciale et silencieuse, et mon patient était l'homme grelottant dans le salon. J'ai monté le thermostat à 22 degrés Celsius. La chaudière a gémi dans le sous-sol, protestant contre cette demande soudaine, avant de s'allumer dans un grondement sourd et poussiéreux. Je suis retourné voir Victor. Il était trop faible pour marcher seul, alors j'ai dû le soulever. Il m'a paru incroyablement léger, comme un fagot de bois sec enveloppé dans ce plaid en polaire bon marché. C'était un homme qui avait l'habitude de soulever 135 kilos sur le banc de musculation de son garage. Maintenant, je pouvais sentir ses côtes à travers son pantalon de survêtement souillé. « Je te tiens, Victor » ai-je chuchoté,
en le guidant vers la salle de bain principale. On va te nettoyer. J'ai fait couler un bain chaud, testant l'eau avec mon poignet jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Je l'ai débarrassé de ses vêtements ruinés, essayant d'être aussi clinique et respectueuse que possible. Il a fermé les yeux très fort, en détournant la tête. Je connaissais ce regard. C'était l'humiliation d'un guerrier, qui avait perdu la capacité de commander son propre corps. Tout va bien, ai-je dit doucement, en lui passant une éponge d'eau tiède dans le dos. Tu es en sécurité maintenant. Après l'avoir lavé et habillé avec un épais pyjama en flanelle de Brady, qui pendait sur lui comme une tente, je l'ai aidé à retourner dans le fauteuil inclinable du salon. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai ouvert une boîte de soupe au poulet et aux nouilles Campbell's. J'ai émietté quelques biscuits salés dans le bouillon, exactement comme ma mère le faisait quand j'étais malade, enfant. L'odeur du bouillon salé a rempli la cuisine, chassant enfin l'odeur persistante d'ammoniac. Je l'ai nourri lentement, cuillerée par cuillerée. Il a mangé avec une faim désespérée qui m'a fait mal à la poitrine. Quand il a eu terminé, il a rejeté la tête en arrière, et a fermé les yeux. En quelques minutes, sa respiration est devenue régulière. Il s'était endormi. Maintenant, la maison était à nouveau calme. Mais cette fois, ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence qui précède une embuscade. J'avais besoin de réponses. Je suis entré dans la cuisine, et j'ai vu l'iPad familial posé sur sa station de charge, sur le comptoir. Brady le gardait généralement là pour chercher des recettes, ou vérifier les résultats sportifs. Mes mains tremblaient encore légèrement, non plus de froid, mais d'adrénaline. J'ai balayé l'écran. Pas de mot de passe. Brady était trop paresseux pour la sécurité. J'allais ouvrir le calendrier pour voir quand exactement ils étaient partis, mais une notification est apparue en haut de l'écran. Instagram. Vous avez été tagué dans une photo par Anaxoxo. Mon froncement de sourcils s'est accentué. Qui diable était Anna? Et pourquoi taguait-elle mon mari? J'ai appuyé sur la notification. L'application s'est ouverte, remplissant l'écran d'une explosion de couleurs vives et saturées. C'était une photo prise sur le pont d'un navire. L'océan derrière eux était d'un turquoise brillant et étincelant. Au premier plan, tenant un cocktail fruité avec un petit parapluie, se trouvait une fille qui ne devait pas avoir plus de 24 ans. Elle avait les cheveux blonds décolorés, de faux cils, et un haut de bikini qui contenait à peine sa poitrine. Et enlacé autour de sa taille, portant de grandes lunettes de soleil aviateur, et un sourire que je n'avais pas vu depuis des années, il y avait Brady. Mon mari. La légende disait, bon voyage avec mon mec préféré. Croisière Carnival Bahamas, je vis ma meilleure vie Sugar Daddy. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mon estomac est descendu si bas que j'ai cru que j'allais vomir. Sugar Daddy. Mes doigts ont volé sur l'écran, quittant Instagram, et trouvant l'application de la Navy Federal Credit Union. C'était notre ligne de vie. Chaque chèque de paie que je gagnais de l'armée, chaque indemnité de risque, chaque centime de nos économies allait sur ce compte joint. La petite roue de chargement a tourné pendant une seconde, qui m'a semblé être une éternité. Puis, les chiffres ont clignoté sur l'écran. Solde disponible, 12,45 €. J'ai cligné des yeux. J'ai essuyé l'écran, pensant peut-être qu'il y avait une tache couvrant les autres chiffres. Peut-être que c'était censé être 12 000 €, ou même 1 200 €. Mais non. 12,45 €. J'ai appuyé sur l'historique du compte courant. La liste des transactions a défilé sous mes yeux, comme un rapport de perte. 20 novembre, Carnival Cruise Line, 1800 € 20 novembre, Carnival Cruise Line, forfait boisson, 600 € 21 novembre, Seminole Hard Rock Casino, retrait au distributeur, 5200 € 5200 € en espèces retirées dans un casino. J'ai cherché mon souffle, agrippant le bord du comptoir en granit pour ne pas tomber. Cet argent. C'était le fond pour le toit. Il y a 3 mois, Brady m'avait dit que le solin autour de la cheminée était foutu. Il a dit que l'entrepreneur avait besoin d'un acompte. Il avait dit, bébé, ne t'inquiète pas pour ça pendant ton déploiement. Je m'occupe de la maison. Reste juste en sécurité. J'avais transféré 6 000 € de mes économies personnelles, vers le compte joint pour ce toit. J'avais fait des heures supplémentaires, sauté sur chaque opportunité, mangé l'infâme bouillie de la cantine au lieu de commander à l'extérieur, juste pour épargner cet argent. Il n'y avait pas de réparation de toit. Il n'y avait pas d'entrepreneur.
Il y avait juste Brady, une fille de 20 ans nommée Anna, et une machine à sous en Floride. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il m'avait volé. Il avait volé le toit au-dessus de nos têtes, pour financer une semaine de débauche. Pendant que son beau-père agonisait dans sa propre fange, dans une maison glaciale. Un cri s'est formé dans ma gorge, un son primitif de pure trahison absolue. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était la réalisation que toute ma vie, au cours des 5 dernières années, avait été un mensonge. J'étais la banque. J'étais le filet de sécurité. Et lui, c'était le parasite. Si vous écoutez ceci, et que vous avez déjà donné votre cœur et votre portefeuille à quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos à la seconde où vous avez eu le dos tourné, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Commentez, pas sous ma garde, si vous pensez que les menteurs méritent d'être pris. J'ai regardé le téléphone dans ma main, l'appareil qui venait de porter le coup de grâce à mon mariage. Je ne pouvais plus le tenir. J'avais l'impression qu'il me brûlait la peau. Avec un cri guttural, j'ai lancé le téléphone à travers la cuisine. Il a heurté le mur à côté du réfrigérateur, avec un craquement écœurant, se brisant en morceaux qui ont glissé sur le sol en carrelage. Le bruit m'a fait sursauter et retomber dans le silence. J'ai glissé le long des placards jusqu'à toucher le sol, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Les larmes sont finalement venues. Des larmes chaudes et pleines de colère, qui m'ont brûlé les joues. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, sanglotant, non pas pour la perte de mon mari, mais pour ma stupidité absolue, d'avoir eu confiance en lui. Mais, alors que les larmes coulaient, le soldat en moi a commencé à se réveiller. Le choc initial de l'embuscade s'estompait. Maintenant, il me fallait évaluer les dégâts. J'avais besoin d'un plan. Et surtout, j'avais besoin d'alliés. J'ai regardé en direction du salon, où Victor dormait. Nous étions les deux seuls survivants, et nous n'avions plus rien à perdre. La rage que j'ai ressentie dans la cuisine ne s'est pas évanouie. Elle a été forgée à froid, pour devenir quelque chose de plus dur, d'utile. Je me suis essuyé le visage du revers de la main, j'ai pris une profonde inspiration pour stabiliser mon pouls, et j'ai ramassé le plateau avec le bol de soupe. Je suis retourné dans le salon. La seule lumière provenait de la petite lampe de table, et des réverbères filtrant à travers les stores, projetant de longues ombres sur le sol, tels des barreaux de prison. Le dîner est servi, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Victor était réveillé. Il m'avait entendu arriver. Et il n'était pas juste allongé là. Il s'agrippait à la coudoir de son fauteuil inclinable, les jointures blanches, se poussant vers le haut. C'était douloureux rien qu'à regarder. Chaque muscle de son corps était atrophié, mais il s'efforçait à se mettre en position droite, sa colonne vertébrale ne touchant pas le dossier du siège. C'était la mémoire musculaire. C'était le Semper Fidelis du corps des marines. Toujours fidèle. Même lorsque votre corps flanche, vous ne mangez pas couché comme un invalide. Vous vous tenez au garde à vous. J'ai posé le plateau sur ses genoux. Doucement, Marine, ai-je chuchoté. Il m'a regardé, ses yeux profondément enfoncés dans son crâne, mais il y avait une étincelle qui n'y était pas une heure plus tôt. Merci, sergent, a-t-il râlé. Je me suis assise sur le pouf en face de lui, le regardant soulever la cuillère. Sa main tremblait, un tremblement violent qui renversait le bouillon dans le bol. Il a fait une pause, a pris une inspiration, et a réessayé. Il a refusé que je le nourrisse cette fois-ci. Il avait besoin de cette dignité. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Le seul son était le cliquetis de la cuillère contre le bol en céramique. C'était le silence complice de 2 soldats dans une tranchée, attendant la fin d'un tir de mortier. Tu sais, a-t-il dit soudainement, la voix faible mais claire. J'ai vu l'expression sur ton visage quand tu es entré. L'odeur. C'est réglé, Victor, ai-je dit précipitamment. Ne t'inquiète pas pour ça. Non, a-t-il secoué la tête. Il ne s'agit pas seulement de l'odeur. Il s'agit de la situation. Il a avalé une cuillerée de soupe avec difficulté. Elle attend que je meure, Jenna. Hélène. Elle attend ça depuis 6 mois. Je me suis raidi. C'est pour ça qu'elle est partie? Victor a laissé échapper un rire sec et saccadé, qui s'est transformé en tout. Elle est partie parce que je prends trop de temps. Elle m'appelle un distributeur de billets en panne. Elle a dit que me regarder ruinait son appétit. Il a pointé un doigt tremblant vers le mur au-dessus de la cheminée.
Regarde. Je me suis retourné. Il y avait une zone rectangulaire sur le papier peint à fleurs, qui était d'une teinte plus claire que le reste. Un clou dépassait, vide. Où est-elle, ai-je demandé. Je savais ce qui était accroché là autrefois. C'était sa boîte d'exposition militaire, la vitrine contenant ses médailles de service au Vietnam, son étoile de bronze, sa purpelate, les rubans qu'il avait gagnés dans les jungles du delta du Mékong en 1968. eBay, a chuchoté Victor. Le mot flottait dans l'air comme une malédiction. Elle les a vendus la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait tiré 500 € du lot. Elle m'a dit que plus personne ne se souciait de vieilles médailles de nos jours. Mon sang s'est glacé. Vendre les médailles d'un vétéran, ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une profanation. C'était dépouiller un homme de son histoire, de son sacrifice. Je vais les récupérer, ai-je promis, la voix basse et menaçante. Laisse tomber, a-t-il dit en grimaçant, alors qu'un spasme de douleur irradiait dans son abdomen. Il a lâché la cuillère. Son visage est devenu gris, la sueur perlant instantanément sur son front. Il s'est agrippé le ventre, gémissant à travers ses dents serrées. La douleur, ai-je demandé, passant instantanément en mode infirmière de combat. Il a hoché la tête, incapable de parler. Où sont tes médicaments? J'ai balayé la table d'appoint du regard. Il y avait une forêt de flacons de prescription orange. J'ai trouvé celui étiqueté, sulfate de morphine, solution orale. Tiens, ai-je dit, attrapant la pipette. À quand remonte ta dernière dose? Ce matin, a-t-il haleté. Avant. Avant qu'elle parte. J'ai regardé le flacon. Il était à moitié plein. J'ai dévissé le bouchon, me préparant à prélever la dose de 20 mg prescrite sur l'étiquette. Mais alors que je sortais la pipette, je me suis arrêté. Je suis une secouriste de combat certifiée. J'ai manipulé de la morphine, du fentanyl, de la kétamine. Je sais à quoi ressemble la morphine liquide. Elle est censée avoir une certaine viscosité, une légère épaisseur, comme du sirop. Et elle a généralement une légère couleur, selon la marque. Le liquide dans la pipette était transparent. Parfaitement clair. Et il goûtait trop vite. J'ai froncé les sourcils. J'ai approché la pipette de mon nez. Rien. La morphine a une odeur chimique amère. Ça sentait l'eau du robinet. J'ai mis une minuscule goutte sur le bout de ma langue. C'était insipide. C'était de l'eau. J'ai regardé le flacon avec horreur. Victor, ai-je dit lentement, ma voix tremblante d'une nouvelle forme de fureur. Est-ce qu'elle a rempli ça? Il a hoché la tête, les yeux fermés de douleur. Elle a dit que la pharmacie avait augmenté le prix. Que le ticket modérateur était trop élevé. Elle a dit qu'elle devait le faire durer. Le faire durer, ai-je hurlé, en claquant la bouteille sur la table. C'est de l'eau, Victor. Elle te donne de l'eau, pour soulager la douleur d'un cancer du pancréas de stade 4. Elle avait besoin d'argent, a chuchoté Victor, sa voix empreinte d'une amertume encore plus aiguë que la douleur. Elle avait besoin d'un nouveau sac. Un sac coach pour la croisière. La pièce a tournoyé autour de moi. Un sac coach. Hélène avait torturé un homme mourant, lui refusant le soulagement de la douleur dans ses derniers jours d'agonie, pour pouvoir s'acheter un sac à main à 300 €, afin de parader devant des inconnus sur un bateau. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était de la torture. C'était un crime. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Mes mains étaient serrées en poing le long de mon corps. J'avais envie de m'envoler pour les Bahamas, et de la traîner hors de ce navire par les cheveux. Jenna. La voix de Victor a percé ma brume rouge. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Il avait ouvert les yeux. La douleur était toujours là, gravée dans chaque ligne de son visage, mais quelque chose d'autre avait pris le dessus. Une résolution d'acier, froide. Il ne me regardait plus comme une victime. Il me regardait comme un officier commandant. « Assieds-toi » a-t-il ordonné. Je me suis assise. Il a tendu la main. Sa peau était fine comme du papier, tachetée par l'âge, mais sa poigne fut étonnamment ferme, lorsqu'il a pris ma main. « Tu crois que je ne suis qu'un vieillard sénile » a-t-il dit. « Tu crois qu'elle a tout pris ?» Elle a vidé les comptes, Victor, ai-je dit doucement. Brady a pris tout ce que j'avais.
Ils ont pris tes chèques de pension. Elle a pris le compte courant, a corrigé Victor. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. C'était un sourire terrifiant. Elle a pris le compte joint. Elle a pris les miettes. Je l'ai laissé faire. Je l'ai fixé du regard. Que veux-tu dire? J'ai été directeur régional de banque pendant 30 ans, Jenna. Penses-tu vraiment que je laisserai une femme, qui dépense l'argent de notre facture d'électricité pour acheter des tickets de loto, avoir accès au coffre-fort principal? Il s'est penché en avant, abaissant la voix en un chuchotement de conspirateur. J'ai une fiducie, un trust, a-t-il dit. Une fiducie entre vifs révocable. Je l'ai mise en place il y a 10 ans, quand je suis tombé malade pour la première fois. Avant même de rencontrer Hélène. Le portefeuille d'actifs se trouve chez Vanguard en ce moment. Actions, obligations, le produit de la vente de ma première maison en Virginie. Mes yeux s'écarquillèrent. 3 millions d'euros, a-t-il chuchoté. Et elle ignore que ça existe. Elle croit que je suis fauché. Elle pense que je suis un fardeau. Il a serré ma main plus fort. Ses yeux bleus brûlaient d'une lumière féroce et mourante. Ils m'ont laissé ici pour crever dans ma propre merde, Jenna. Ils t'ont laissé avec rien. Ils ont brisé le code. Il a pris une inspiration saccadée. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Peut-être un jour, peut-être 2. Mais c'est assez pour une mission finale. Je veux changer le bénéficiaire. Je veux réécrire le testament. Et je veux que tu m'aides à réduire leur monde en cendres. Il a regardé l'endroit vide sur le mur, là où se trouvaient autrefois ses médailles. Ils voulaient mon argent, a-t-il râlé. Ils n'auront pas un centime. Mais ils auront une leçon. Es-tu avec moi, sergent? J'ai regardé cet homme, mon beau-père, mon camarade. J'ai senti le poids de la bouteille de morphine remplie d'eau dans ma poche. J'ai pensé au compte bancaire vide. J'ai pensé au sac Coach. J'ai serré sa main fort en retour. Je suis avec toi, Victor, ai-je dit. Quels sont tes ordres? Il y a une citation du général James Mattis, que chaque marine connaît par cœur, et que chaque soldat respecte: soyez polis, soyez professionnels, mais ayez un plan pour tuer tous ceux que vous rencontrez. Il ne parlait pas de meurtre. Il parlait d'état d'esprit. Il parlait d'être prêt à neutraliser une menace dès qu'elle se présente. Sans émotion. Sans hésitation. Assise dans la faible lumière du salon, à regarder Victor dormir, cette citation tournait en boucle dans ma tête. J'avais fini de pleurer. Pleurer, c'est pour les victimes. Je n'étais plus une victime. J'étais le chef de section d'une unité de 2 personnes. Et nous étions sur le point de lancer une opération psychologique, PSYOP, qui démantèlerait la vie de Brady et Hélène, pièce par pièce. La première étape consistait à rassembler des preuves. Je me suis levé, et j'ai déplacé les oreillers confortables que j'avais calés derrière Victor. J'ai retiré la couette chaude, exposant le plaid en polaire fin et taché dans lequel il avait été trouvé. Cela semblait cruel, mais j'avais besoin que la scène ressemble exactement à ce que j'avais trouvé. J'avais besoin que le jury ou que ce soit un tribunal ou l'opinion publique voie la négligence. Je suis désolé, Victor, ai-je chuchoté. Il a ouvert un œil. Fais-le, a-t-il râlé. Il comprenait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une série de photos. J'ai pris un gros plan de ses lèvres gercées en sang. J'ai pris un plan large de la pièce sombre, avec le thermostat affichant 11 degrés Celsius en arrière-plan. J'ai pris une photo de la table vide, là où son verre d'eau aurait dû se trouver. Les photos étaient crues, brutales et irréfutables. Étape 1, terminée. L'étape 2, c'était le renseignement humain. J'ai attendu qu'il soit 9 heures du matin. Puis, j'ai traversé la pelouse enneigée jusqu'à la maison de Madame Edith. Edith avait 75 ans, elle était à la retraite, et passait ses journées entières à observer le quartier, derrière ses rideaux de dentelle. En banlieue, une voisine fouineuse, c'est agaçant. Dans une enquête, c'est une mine d'or. Elle a ouvert la porte, serrant sa robe de chambre. Jenna. J'ai vu ton pick-up. Tu es rentrée en avance. Oui, Edith, ai-je dit, affichant mon meilleur visage de voisine inquiète. Je me demandais si vous aviez une minute. J'essaie de reconstituer un emploi du temps, pour les médecins de Victor. 5 minutes plus tard,
j'étais assise dans sa cuisine, buvant du thé Earl Grey. Mon téléphone était posé face contre table, l'application de mémos vocaux en train d'enregistrer. C'était terrible, ma chérie, a chuchoté Edith, en se penchant vers moi. J'ai vu Brady partir jeudi. Il y avait cette fille avec lui. La blonde, ai-je demandé nonchalamment. Oui. Celle avec les fossiles. Anna, je crois qu'il l'a appelée. Elle parlait fort, disant à quel point elle avait besoin de bronzer. Edith a secoué la tête, faisant claquer sa langue. Je les ai vus charger les valises Danton et SUV. Et le pauvre Victor. Je ne l'ai pas vu sortir une seule fois. J'ai demandé à Brady si son beau-père venait, et tu sais ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit, Edith? Il a dit, le vieux va bien. Il préfère le calme. Puis, il a ri, et a mis une claque sur les fesses de cette fille. Juste là, dans l'allée. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé une expression neutre. Et avez-vous vu quelqu'un venir voir comment allait Victor, après ça? Des infirmières? Des aides-soignants? Pas une âme, a confirmé Edith. La maison est restée dans le noir tout le week-end. J'étais inquiète, mais bon, je ne voulais pas m'imposer. Vous m'avez été d'une grande aide, Edith, ai-je dit en me levant. J'ai arrêté l'enregistrement. J'avais un témoin, confirmant l'abandon et la présence d'une maîtresse. Étape 2, terminée. Quand je suis retourné à la maison, une Lexus argentée se garait dans l'allée. C'était Patricia, l'avocate de Victor. C'était une femme brillante, dans la soixantaine, avec une coupe au carré qui donnait l'impression qu'elle pourrait trancher l'acier. Elle est entrée dans la maison, et dès que l'odeur de maladie l'a frappée, son masque de professionnel s'est effondré. Elle a regardé Victor, puis moi, et ses yeux se sont remplis d'horreur. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Victor. Nous n'avons pas le temps pour la pitié, Patricia, a dit Victor depuis son fauteuil. Sa voix était plus forte aujourd'hui, nourrie par pure rancune. Nous avons du travail. Patricia s'est assise sur le bord du canapé, ouvrant sa mallette sur ses genoux. Elle a sorti un épais dossier. J'ai apporté les documents de portefeuille que vous avez demandés, a-t-elle dit en me jetant un coup d'œil. Jenna, êtes-vous au courant de la structure des actifs de Victor? Je sais qu'il a une pension, ai-je dit. Et je sais qu'Hélène se plaint que c'est à peine suffisant pour couvrir les factures. Patricia a échangé un regard avec Victor. Hélène ne voit que le compte courant, sur lequel sont versés les dépôts mensuels de la pension. Elle ne voit pas la fiducie, le trust. La fiducie, ai-je demandé. La fiducie entre vifs révocable de Victor Harmon, a déclaré Patricia. Établie il y a 15 ans. Elle détient le produit de la vente de la résidence principale de Victor en Virginie, plus un portefeuille diversifié d'actions de premier ordre, et d'obligations, géré par Vanguard. Elle a glissé un papier sur la table basse. J'ai regardé la ligne du bas. Valeur totale de l'actif, 245 000 euros. La mâchoire m'en est tombée. 3 millions. Hélène ne sait pas, a sifflé Victor, un petit rire sec s'échappant de ses lèvres. Elle pense que je suis un ex-directeur de banque raté, qui a fait de mauvais investissements. Je l'ai laissé le croire. Je voulais voir si elle restait pour moi, ou pour l'argent. Il m'a regardé, le regard dur. Elle a échoué au test. Et Brady. Brady a échoué à la seconde où il est né. Si Victor décède, a dit cliniquement Patricia, selon le testament actuel, 50% reviennent à Hélène, et 50% à Brady. La maison fait également partie de la fiducie. Changez ça, a ordonné Victor. Rayez-les. Totalement. Je veux que Jenna soit la seule bénéficiaire, et l'exécutrice testamentaire de la succession. Et je veux que la moitié des liquidités, soit reversée au Wounded Warrior Project. Patricia a hoché la tête, son stylo volant sur le bloc-notes juridique. Je peux rédiger la modification tout de suite. Nous aurons juste besoin de la signer, et de la faire notarier. Je suis notaire. Faites-le, a dit Victor. Pendant que Patricia rédigeait les documents qui allaient dépouiller mon mari et ma belle-mère de chaque centime auquel ils pensaient avoir droit, je suis passé à la phase finale de l'opération, l'APA. Je devais leur donner une dernière chance. Non pas parce que je pensais qu'ils la saisiraient. Mais parce que j'avais besoin de prouver à un juge et à moi-même qu'ils étaient irrécupérables.
J'ai ouvert mon fil de texto avec Brady. Le dernier message venait de moi, envoyé une semaine plus tôt, pour lui dire que je l'aimais. Ça m'a rendu malade de le lire. J'ai tapé, Brady, réponds s'il te plaît. C'est Victor. Il est en mauvais état. Je crois qu'il est en train de mourir. Il vous réclame, toi et Hélène. S'il te plaît, il faut que vous rentriez maintenant. L'ambulance est en route. J'ai menti pour l'ambulance. Je voulais ajouter un sentiment d'urgence. J'ai regardé l'écran. Distribué. Puis les 3 petits points sont apparus. Il tapait. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Une part de moi, la part stupide, espérait qu'il dirait « Oh mon Dieu, on prend un vol tout de suite ». Le téléphone a vibré. « Bébé, détends-toi. Ne sois pas dramatique. Tu sais comment il est. Il a de mauvais jours tout le temps. Maman dit qu'il cherche juste à attirer l'attention. On est au milieu d'un dîner-spectacle. On ne peut pas juste reprendre l'avion. Il est costaud. Il tiendra jusqu'à lundi. Gère ça. » J'ai fixé l'écran. Ne sois pas dramatique. Cherche à attirer l'attention. Il venait de signer son propre arrêt de mort. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt appuyé sur les boutons latéraux de mon iPhone. Clic capture d'écran prise. J'ai fixé l'image de la conversation. C'était le dernier clou du cercueil. J'avais la preuve de l'abandon, la preuve de la négligence médicale, la preuve du vol financier, et maintenant, la preuve de leur banqueroute morale absolue. J'ai levé les yeux vers Victor. Il venait de finir de signer les papiers, d'une main tremblante. Il m'a regardé, épuisé, mais triomphant. « Est-ce qu'il a mordu à l'hameçon » a demandé Victor. J'ai levé le téléphone. Ligne et plomb compris. « Bien » a murmuré Victor, en rejetant la tête en arrière. Maintenant, on attend. Le samedi soir est descendu sur la maison tel un linceul. La température à l'extérieur avait chuté sous la barre de 0, et le vent hurlait contre le revêtement de la maison. Mais à l'intérieur, le silence était plus lourd que la tempête. Le seul son dans le salon était la respiration de Victor. Elle s'était modifiée aux alentours de 18 heures. Ce n'était plus la respiration rythmique et régulière du sommeil. C'était la respiration de Shane Stokes. Le râle de l'agonie. Cela commençait d'une manière profonde et bruyante, râlant comme une scie sur du bois humide, devenant plus rapide et plus superficiel, puis s'arrêtant complètement pendant 10, 15, parfois 20 secondes d'un silence terrifiant, avant de reprendre dans un halètement. Je suis resté assise à ses côtés, lui tenant la main, comptant les secondes pendant les pauses. 1 seconde, 2 secondes. « Jenna » a-t-il chuchoté lors d'un moment de lucidité. Sa voix n'était plus qu'un filet sonore. « Je suis là, Victor. » Il a regardé le plafond, les yeux vitreux. « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté » a-t-il doucement cité. Job 1h21. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il était en train de trouver la paix. Il était prêt. Mais sa famille n'était pas là. Et malgré tout, malgré les vols, la négligence, la cruauté, j'avais besoin de leur donner une dernière chance de faire ce qui était juste. Ou alors, j'avais besoin de prouver, de façon indéniable, qu'ils refusaient de le faire. J'ai sorti mon iPhone. Je n'ai pas appelé Brady. Il n'avait pas répondu à mes textos de la journée. J'ai appelé Melissa, la sœur de Brady. C'était la petite dernière de la famille, celle qui avait toujours son téléphone collé à la main. J'ai appuyé sur l'icône FaceTime. J'ai balayé vers le bas pour ouvrir le centre de contrôle, et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'écran. Le petit point rouge a commencé à clignoter. Ça sonne. Ça sonne. Soudain, le salon sombre et solennel a été illuminé par le reflet de la lumière bleue et agressive de l'écran. Oh mon Dieu, Jenna. La connexion s'est stabilisée. L'image était chaotique. On aurait dit qu'ils étaient dans un piano-bar. Des néons rouges clignotaient en arrière-plan. Un type avec une chemise tropicale tapait sur un clavier, et des gens chantaient faux sur Sweet Caroline. Le visage de Melissa a rempli l'écran. Elle était couverte de coups de soleil, portait un diadème avec l'inscription « Mode vacances » et tenait une boisson d'un bleu vif. « Salut ma belle » a-t-elle crié par-dessus la musique. On t'entend à peine. Le réseau est nul ici.
Mélissa, écoute-moi, ai-je hurlé, en me penchant près du téléphone pour qu'il puisse voir le désespoir sur mon visage. Passe-moi ta mère. Maintenant. Quoi? On commande des shots. Maman danse. Passe Hélène, Mélissa. Victor se meurt. Le sourire s'est effacé du visage de Mélissa. Elle a eu l'air confuse, puis agacée. Elle a retourné la caméra. L'image a tourbillonné, montrant une table bondée, couverte de verres vides et d'amuse-gueules à moitié mangés. Hélène était là. Elle riait, le visage rouge à cause de l'alcool, portant un haut à paillettes bien trop jeune pour elle. Brady était à côté d'elle, le bras passé autour de Hannah, qui ricanait à quelque chose qui lui chuchotait. « Maman » a crié Mélissa. C'est Jenna. Elle fait encore son hystérique. Hélène a attrapé le téléphone, l'approchant de son visage. Ses yeux étaient vitreux. « Jenna, qu'est-ce qu'il y a encore ?» On essaie de profiter du dîner du commandant. Hélène, arrêtez de boire et écoutez, ai-je dit, la voix tremblante d'un mélange de fureur et de chagrin. J'ai incliné mon téléphone vers le bas pour qu'il puisse voir Victor en arrière-plan, sa poitrine se soulevant, sa peau grise. Regardez-le. Il est en respiration de Shane Stokes. Il lui reste des heures, peut-être moins. Vous devez prendre un vol ce soir. Il y a un vol de Nassau à Charlotte à 6 heures du matin. J'ai vérifié. Hélène n'a même pas regardé son mari. Elle m'a fixé avec un pur dédain. Tu es folle, s'est-elle exclamée. Sais-tu combien coûtent des billets de dernière minute? C'est genre 800 € la place. C'est votre mari, Hélène, ai-je hurlé. Il est en train de mourir. Oh, ça suffit, elle a fait un geste de la main avec mépris. Il meurt depuis 6 mois. C'est juste un mauvais moment. Et de toute façon, ces billets sont en classe économique de base. Ils sont non remboursables. On perdrait tout. J'ai senti le sang dans mes veines se transformer en glace. Non remboursable, ai-je répété. Vous vous inquiétez d'un remboursement, pendant que Victor rend son dernier souffle. Brady s'est penché par-dessus l'épaule d'Hélène. Il avait l'air agacé, comme si j'avais interrompu une action cruciale dans un match de football. Bébé, sérieusement, a bredouillé Brady, sa voix légèrement pâteuse. On sera de retour lundi matin. Garde-le juste à l'aise. Donne-lui un peu plus de morphine, ou peu importe. Je ne peux pas lui donner de morphine, Brady, ai-je dit, ma voix baissant pour devenir un murmure menaçant. Parce que ta mère a rempli la bouteille avec de l'eau du robinet. Pendant une seconde, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Les yeux d'Hélène se sont légèrement agrandis, mais elle a récupéré instantanément. Tu mens, a-t-elle sifflé. Tu essaies juste de ruiner notre voyage parce que tu es jalouse. Tu es infirmière dans l'armée, Jenna. Tu gères des cadavres tout le temps. Fais ton travail et laisse-nous profiter de nos vacances. On se voit lundi. Et puis, l'écran est devenu noir. Appel terminé. Le silence qui a envahi la pièce était assourdissant. Le cœur de Sweet Caroline avait disparu. Les rires avaient disparu. Tout ce qui restait, c'était le bruit du vent à l'extérieur, et la respiration saccadée de l'homme qu'ils avaient jeté à la poubelle. J'ai fixé le téléphone. La petite icône d'enregistrement rouge clignotait toujours. J'ai arrêté l'enregistrement. La vidéo a été sauvegardée dans mes photos. Preuve. Irréfutable. Une preuve accablante. J'ai lentement baissé le téléphone, et j'ai regardé Victor. Je pensais qu'il était inconscient. J'espérais qu'il était inconscient. Mais ses yeux étaient ouverts. Il fixait directement l'écran de télévision vide, là où le reflet de l'appel FaceTime venait de se jouer. Il avait tout entendu. Non remboursable. Fais ton travail. Laisse-nous profiter de nos vacances. Une seule larme, épaisse et lente, a roulé du coin de son œil, traçant son chemin dans les rides profondes de sa joue, avant de disparaître dans l'oreiller. Ce n'était pas une larme de douleur. C'était une larme de chagrin absolu. L'homme qui avait affronté les Vietcong, construit une carrière, élevé un beau-fils comme le sien, venait de s'entendre dire qu'il ne valait pas le prix d'un billet d'avion. Il a fermé les yeux et un frisson a parcouru son corps fragile. Puis il les a rouverts, et ils se sont posés sur le coin de la pièce. Patricia, l'avocate, était assise là, dans l'ombre du fauteuil à oreilles. Elle avait été là tout le temps.
Elle avait entendu chaque mot. Son visage était pâle, ses lèvres pincées en une fine ligne blanche de fureur professionnelle. Victor a tourné la tête lentement vers moi. Il n'a pas parlé. Il n'avait plus le souffle pour ça. Il m'a juste regardé, puis a regardé Patricia, et a fait un seul et bref hochement de tête. Exécuter la mission. Patricia s'est levée immédiatement. Elle n'a pas dit un mot. Elle savait que le temps était un luxe que nous n'avions plus. Elle s'est dirigée vers la table basse, et y a étalé le document qu'elle avait rédigé plus tôt, l'amendement à la fiducie révocable, et le testament de dernière volonté. J'ai besoin que vous soyez témoin de ceci, Jenna, a dit doucement Patricia. Et j'enregistre la signature sur mon propre appareil, par mesure de précaution. Elle a placé un stylo dans la main de Victor. Sa main tremblait violemment. Les tremblements étaient désormais incontrôlables. J'ai tendu le bras pour la stabiliser, mais il s'est retiré. Il voulait faire ça tout seul. Il a saisi le stylo comme si c'était une arme. Il a rassemblé chaque once de force qui restait dans son corps mourant, canalisant toute la trahison, toute la colère, et tout l'amour qu'il avait pour moi, dans sa main droite. Le stylo a touché le papier. Gratte, gratte. Ce n'était pas une belle signature. C'était irrégulier et maladroit. Mais elle était là. Victor Harmon. Il a laissé tomber le stylo. Il a roulé sur la table et est tombé sur le sol avec un petit cliquetis. Il m'a regardé, et pour la première fois depuis des jours, la tension a quitté son visage. La honte avait disparu. L'inquiétude avait disparu. Il a poussé un long soupir. Il avait coupé les ponts. Il avait protégé son héritage. Il a serré ma main, sa poigne était faible mais présente. Le marché était scellé. La famille sur le bateau dansait encore, inconsciente du fait qu'ils venaient de perdre une fortune. Et plus important encore, ils avaient perdu le seul homme qui les avait jamais vraiment aimés. C'est fait, Victor, ai-je chuchoté en embrassant son front. Repose-toi maintenant. Je prends la garde. Patricia est partie vers minuit, emportant les documents signés avec elle. Elle a promis de les déposer au tribunal à la première heure le lundi matin, avant même que les portes ne s'ouvrent. Désormais, nous n'étions plus que deux. Le chef de section et moi. La maison était calme, plongée dans le silence profond et gémissant d'une nuit d'hiver. Le vent extérieur s'était calmé, laissant place à une immobilité qui semblait lourde, comme un souffle retenu. Victor était éveillé, mais à peine. Ses yeux étaient ouverts, suivant les grains de poussière dans la faible lumière de la lampe de table, mais je pouvais voir qu'il regardait des choses qui n'étaient pas là. Peut-être la canopée de la jungle du Vietnam. Peut-être la maison de son enfance en Virginie. Dépêche, a-t-il chuchoté. Je me suis approché. Qu'est-ce que tu as dit, Victor? Dépêche, a-t-il encore râlé, passant sa langue sur ses lèvres sèches et gercées. Le Koblé, un dessert, de maman. Mon cœur s'est serré. Il ne réclamait pas de médicaments. Il réclamait un souvenir. Il voulait retrouver le goût de son foyer, une dernière fois. Je m'en occupe, ai-je dit doucement. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai fouillé le garde-manger. J'ai trouvé une boîte de pêche tranchée au sirop épais d'Elmont, qui devait être là depuis le Thanksgiving dernier. J'ai pris un bâton de beurre dans le réfrigérateur, et un pot de cannelle. Je n'avais pas le temps de faire cuire une vraie pâte, et de toute façon, il n'aurait pas été capable de la mâcher. J'ai versé les pêches dans une petite casserole sur la cuisinière, en y ajoutant un gros morceau de beurre, et assez de cannelle pour que le sirop prenne une riche couleur brun foncé. Alors que le mélange chauffait, l'odeur s'est répandue dans la cuisine, sucrée, épicée et chaleureuse. Ça sentait la sécurité. Ça sentait l'enfance que je n'avais jamais vraiment eue, et le réconfort que Victor avait essayé de m'apporter au fil des ans. J'en ai versé une petite quantité dans une tasse, et je l'ai rapporté dans le salon. Attention, ai-je dit, en m'asseyant sur le bord du pouf. C'est chaud. J'ai soufflé sur la cuillère, refroidissant la tranche de fruits dorés jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Je l'ai approché de ses lèvres. Il a légèrement ouvert la bouche, et j'ai laissé glisser le sirop. Il n'a pas mâché. Il a juste laissé le goût imprégner sa langue. Un regard de pur bonheur est venu détendre les lignes de douleur autour de ses yeux. Pendant une seconde, il n'était plus un homme mourant. Il n'était qu'un petit garçon, savourant une friandise. C'est bon, a-t-il soufflé. C'est le meilleur,
ai-je approuvé, ravalant la boule dans ma gorge. Je lui ai donné 3 cuillerées supplémentaires, avant qu'il ne détourne la tête. C'était tout ce qu'il pouvait supporter. Ses réserves d'énergie s'épuisaient vite. Il a bougé sa main droite, tripotant l'annulaire de sa main gauche. Ses mains étaient si maigres maintenant, que la lourde bague en or flottait, tournant autour de sa jointure. « Aide-moi » a-t-il chuchoté. J'ai posé la tasse, et j'ai doucement pris sa main gauche. J'ai fait glisser la bague. C'était sa chevalière du corps des marines. En or massif, avec une pierre écarlate au centre, et l'aigle, le globe et l'encre gravés sur le côté. Il avait porté cette bague tous les jours pendant 50 ans. Elle faisait autant partie de lui que sa propre peau. Il l'a tenue dans sa paume tremblante, leur accrochant la lumière de la lampe. Puis, avec un effort qui a fait trembler tout son corps, il a tendu le bras, et l'a pressé dans ma main. « Prends-la » a-t-il ordonné. Sa voix était faible, mais la fermeté était de retour. « Victor, je ne peux pas la prendre » ai-je haleté. « Tu es la seule digne de la porter. » Brady. Brady est le fils de ma femme. Toi. Il a plongé ses yeux bleus dans les miens, perçant à travers le brouillard de la morphine et de la mort. Tu es ma fille. Tu es mon unique enfant. J'ai refermé mes doigts sur la bague. Elle était encore chaude de sa peau. Ne les laisse pas la voir, a-t-il sifflé, sa poigne se resserrant sur mon poignet avec une force désespérée. Ne les laisse pas rire sur ma tombe. Ne les laisse pas vendre ma vie pour un billet de croisière. Je ne le ferai pas, ai-je juré. Je te le promets, papa. Je ne le ferai pas. Il a souri. C'était la première fois que je l'appelais papa. Et c'était la dernière. Il a fermé les yeux. Repos, sergent, a-t-il chuchoté. Repos. Je suis resté assise là pendant des heures, à lui tenir la main, pendant que la chaleur s'échappait lentement de la pièce. Le rythme de sa respiration a changé. Les pauses sont devenues plus longues. 10 secondes. 20 secondes. 30. J'ai regardé l'horloge numérique sur le boîtier du câble. 2h58, 2h59. À 3h pile, Victor a pris une inspiration. C'était un son superficiel et octant. Et puis. Plus rien. J'ai attendu. J'ai compté. 1 minute est passée. Puis 2. Sa poitrine ne s'est pas soulevée. La lutte était terminée. Le silence qui a suivi n'était plus lourd. Il était absolu. C'était le silence d'un champ de bataille, après que les armes se soient tues. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas gémi. Je ne me suis pas jeté sur son corps. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. C'était un marine. Il méritait de la dignité. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides, mais je les ai forcées à se bloquer. J'ai tendu la main, et j'ai doucement fermé ses paupières, lissant les rides d'inquiétude de son front. Il avait l'air en paix, maintenant. La douleur avait disparu. La trahison de sa femme et de son beau-fils ne pouvait plus l'atteindre. J'ai ramassé la chevalière sur la table d'appoint où je l'avais posée. Je l'ai glissée sur mon pouce. Elle était trop grande pour mes doigts. J'ai serré le poing. Puis j'ai fait un pas en arrière. J'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai tiré mes épaules en arrière, menton levé, yeux fixés vers l'avant. Dans ce salon vide, à 3 heures du matin un dimanche enneigé, j'ai levé lentement ma main droite, pour un salut militaire. J'ai maintenu le salut. Un salut lent et solennel, pour un camarade tombé. Pour un père. Pour un héros qui avait été rejeté par tous, sauf par moi. Mission accomplie, monsieur, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Relevé de mon poste, j'ai baissé ma main. La maison me paraissait immense et vide autour de moi. L'odeur du coblé aux pêches flottait encore dans l'air, se mêlant à la senteur de la bougie éteinte. En toute logique, j'aurais dû être terrifié. J'étais seul dans une maison avec un cadavre, en faillite, et sur le point d'entrer en guerre avec la famille de mon mari, lors de leur retour le lendemain. Mais je ne ressentais aucune peur. J'ai regardé la bague sur mon pouce. J'ai senti une chaleur étrange et froide se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas du chagrin, c'était du carburant. Victor ne m'avait pas juste laissé une bague. Il m'avait légué sa détermination. Il m'avait passé le commandement. Les larmes sont finalement venues, chaudes et silencieuses, coulant le long de mes joues.
Mais je les ai essuyés rapidement. Il y aurait un temps pour faire son deuil plus tard. Pour l'instant, il y avait du travail à accomplir. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas encore appelé les urgences. Je n'ai pas encore appelé les pompes funèbres. Je suis d'abord allé dans la cuisine, et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les sacs poubelles ultra résistants. Ensuite, je suis allé dans le placard, et j'ai sorti mon uniforme de cérémonie, dress blues. La fille en deuil avait eu son moment. Maintenant, c'était aux soldats de préparer le champ de bataille. Si vous croyez que nos vétérans méritent de mourir avec dignité et honneur, et non pas d'être abandonnés pour des vacances, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Laissez un commentaire avec un emoji drapeau, ou tapez simplement un respect, pour rendre un dernier hommage à Victor. Montrons au monde que nous n'abandonnons pas nos héros. La journée de dimanche s'est écoulée dans un brouillard de ciel gris et d'efficacité calculée. À 6 heures, 3 heures après que Victor eut rendu son dernier souffle, la camionnette des pompes funèbres s'est garée dans l'allée. 2 hommes en costume sombre en sont sortis, respectueux et discrets. Ils bougeaient avec ce même détachement professionnel, que j'avais vu dans les unités des affaires mortuaires à l'étranger. J'ai signé les papiers sur l'îlot de la cuisine, juste à côté de l'endroit où j'avais trouvé le mot cruel de Brady. Quel genre de service aimeriez-vous organiser, Madame Mitchell, a demandé doucement le directeur. Une veillée, un service à la chapelle? Crémation directe, ai-je dit, d'une voix neutre. Pas de veillée. Pas de service. Pas de nécrologie dans le journal local. Le directeur s'est arrêté, son stylo en suspens au-dessus du porte-bloc. Êtes-vous sûr? Habituellement, la famille veut. La famille, je l'ai interrompu, en le regardant droit dans les yeux. A perdu son droit de faire son deuil, lorsqu'elle a embarqué sur un bateau de croisière pendant qu'il était en train de mourir. Je suis l'exécutrice testamentaire. J'ai la procuration. Crémation directe et immédiate. Je veux récupérer les cendres en main propre. D'ici demain matin. Je paierai les frais d'urgence. Je ne faisais pas ça pour être pingre. Je le faisais pour priver Hélène de sa scène. Je savais exactement ce qu'elle ferait, s'il y avait des funérailles. Elle s'habillerait en noir, pleurerait dans un mouchoir en dentelle, et accepterait les petits plats et la sympathie de ses mêmes voisins à qui elle avait menti. Elle jouerait à la perfection la veuve éplorée. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Victor était parti. Elle n'avait pas eu l'occasion de dire au revoir. Elle n'allait pas avoir l'occasion de faire son show. À midi, la maison était vidée de la mort, mais elle se vidait également de la vie. J'ai passé le reste de mon dimanche à démanteler mon existence dans cette maison. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement effacé. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, mes bottes et mon équipement, dans des cartons de déménagement que j'avais achetés chez Home Depot. J'ai travaillé avec une précision méthodique. Scotché, fermé, étiqueté, empilé. J'ai laissé les affaires de Brady exactement là où elles étaient. Ses clubs de golf dans un coin. Ses manettes de jeux vidéo sur la table basse. Les stupides photos encadrées de lui-même sur la cheminée. Au coucher du soleil, la maison résonnait. Ce n'était plus qu'une coquille vide. J'ai récuré la salle de bain où j'avais lavé Victor. J'ai passé les toilettes à l'eau de Javel. J'ai lavé les draps, et j'ai refait le lit de la chambre d'amis avec des plis au carré. Je voulais que la maison ait une odeur stérile, comme un tribunal. Comme un lieu de jugement. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis assise dans le noir, cirant mes bottes. Plonger, frotter, cirer, répéter. De petits cercles, encore et encore, jusqu'à ce que le cuir noir brille comme un miroir d'obsidienne. Lundi matin s'est levé, froid et éclatant. Le soleil se reflétait sur la neige, créant un éblouissement blanc aveuglant à travers les fenêtres. Il était 9 heures. Ils allaient bientôt rentrer. Je suis allé dans la chambre principale, et j'ai ouvert la housse à vêtements que j'avais accrochée au dos de la porte. Mon uniforme de service de l'armée. Le dress blues. Mettre l'uniforme est un rituel. Ça vous transforme. Vous n'êtes plus une épouse, une fille, ou une victime. Vous êtes un instrument de l'État. Vous êtes l'autorité. J'ai enfilé la chemise blanche impeccable, la boutonnant jusqu'au cou. J'ai noué la cravate noire. Puis vint la veste. Le tissu bleu foncé était lourd, structuré. J'ai boutonné les boutons en laiton,
vérifiant l'alignement dans le miroir. L'alignement de la chemise, de la boucle de ceinture, et du rabat de la fermeture éclair était parfait. J'ai épinglé ma barrette de ruban sur ma poitrine, la médaille du service de la défense nationale, la médaille du service dans la guerre mondiale contre le terrorisme, la médaille de bonne conduite. Et juste au-dessus, j'ai épinglé mon insigne d'expert médical de combat. J'ai regardé dans le miroir. Jenna, le paillasson, avait disparu. Le sergent Flore était présent pour le service. Je suis retourné dans le salon, pour préparer le terrain. J'ai tiré la table de la salle à manger au centre de la pièce, directement dans l'axe de vision depuis la porte d'entrée. J'ai disposé les chaises en les repoussant contre le mur, de façon à ce qu'il n'y ait aucun endroit où s'asseoir. Il devrait rester debout. Ensuite, j'ai étalé l'épreuve. Sur la gauche, j'ai placé l'iPad. J'avais préparé la capture vidéo de l'appel FaceTime. Le volume était au maximum. À côté, j'ai placé une pile de documents. Les relevés bancaires de Navy Federal, avec les retraits du casino et les frais de croisière surlignés en jaune fluo. Les impressions des textos, où Brady se moquait d'un homme mourant. Au centre, j'ai placé le flacon de prescription ambré. Sulfate de morphine. Le liquide à l'intérieur était de l'eau claire. Il accrochait la lumière du matin, l'air innocent, mais nous savions tous que c'était du poison. Sur la droite, posé sur un petit tissu en velours, se trouvait l'urne en laiton. Je l'avais récupérée au crématorium à 8 heures du matin. Elle était lourde, solide et froide. Victor était là-dedans. Tout ce qui restait d'un Marine des 1M88, c'était 2 kilos de cendres et d'os. Et enfin, juste à côté de l'urne, j'ai placé mon arme de service, mon SIG Sauer P320. J'avais retiré le chargeur, et vidé la chambre. Il était complètement déchargé. Il n'était pas là pour être utilisé. Je n'allais pas leur tirer dessus. Ce serait trop facile. Et je n'allais certainement pas aller en prison pour des déchets pareils. L'arme était un symbole. Dans la culture américaine, une arme posée sur la table signifie que la conversation est sérieuse. Cela signifie que je protège ce territoire. Cela veut dire, ne me cherchez pas. C'était une barrière psychologique qui disait, je suis dangereuse, et j'ai fini de jouer les gentilles. J'ai vérifié l'heure. 10h15, j'ai entendu le grondement d'un moteur au bout de la rue. D'abord faible, puis de plus en plus fort. Le ronronnement distinctif du SUV de Brady. Je me suis dirigé vers le fauteuil à bascule de Victor, celui dans lequel il était mort. Je l'ai tourné pour qu'il fasse directement face à la porte d'entrée. Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur mes genoux, le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol. Je ne me suis pas balancé. Je suis resté aussi immobile qu'une statue de pierre. La portière de la voiture a claqué. Puis une autre. Mec, il fait un froid de canard dehors, ai-je entendu la voix de Brady, étouffée à travers la porte. Est-ce qu'elle n'a vraiment pas rallumé le chauffage? J'ai besoin de café, s'est plainte la voix d'Hélène. Et d'une douche. L'eau de ce bateau a bousillé mes cheveux. Attends de voir mes marques de bronzage, bébé, a gloussé une voix plus jeune et aiguë. Anna. Elle était revenue avec eux. Évidemment. Elle pensait probablement qu'elle allait emménager ici. J'ai entendu la clé gratter contre la serrure. Le barillet a cliqueté. Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. Ma respiration n'a pas sursauté. J'ai senti un calme froid et glacial m'envahir. C'était l'embuscade. J'avais la position de force. J'avais les informations. Et j'avais la puissance de feu. La poignée de porte a tourné. Chérie, on est rentré, a crié Brady, poussant la porte, faisant entrer une rafale d'air glacial, et l'odeur des cacahuètes d'avion rassis dans la maison. Il est entré, laissant tomber ses sacs dans l'entrée. Un faux sourire plaqué sur le visage. Jenna, tu es là. Il a levé les yeux. Il a vu l'uniforme. Il a vu les médailles. Il a vu l'urne. Et enfin, il a vu l'arme. Le sourire a glissé de son visage, comme une boue sur un plateau. Bienvenue à la maison, Brady, ai-je dit. Ma voix était basse, assurée, et absolument terrifiante. Prenez place. La séance est ouverte. Le bruit de la clé dans la serrure fut comme un coup de feu dans la maison silencieuse. Je n'ai pas bronché.
Mes mains restaient posées sur mes genoux, gantées de coton blanc cérémonial. Mon dos était rigide contre le bois du fauteuil à bascule. Je regardais droit devant moi, mon regard verrouillé sur l'endroit où leur visage allait apparaître. La porte s'est ouverte, et le silence a été instantanément assassiné. Mec, je te dis, ce buffet valait bien les brûlures d'estomac, a résonné la voix forte et empâtée de Brady. Il a trébuché dans l'entrée, traînant de grosses valises, et les sacs de la boutique duty free. La voix aiguë et grinçante de Hannah l'a suivi. Bébé, tu m'avais promis ce parfum. Je te l'ai acheté, ce parfum, non? Brady a ri, lui mettant une tape sur les fesses alors qu'elle passait devant lui. Ils se sont déversés dans ma maison, comme une nappe de pétrole toxique. D'abord, Brady, l'air brûlé par le soleil et bouffi dans un polo moulant. Ensuite Hannah, portant un survêtement blanc déjà taché de café, s'accrochant à un sac de souvenirs. Puis Hélène et Mélissa, toutes deux paraissant épuisées et ayant la gueule de bois, leur peau d'une teinte rouge homard enragée. Ils ont amené l'odeur avec eux, les pina colada rassis, la crème solaire à la noix de coco, et le parfum musqué distinctif de l'air de la cabine de l'avion. Cela jurait violemment avec l'odeur stérile de javel, et de pêche qui régnait dans la maison. Brady a lâché les sacs avec un bruit lourd. Jenna, on est là. J'espère que je ne t'ai pas trop manqué. Il s'est figé. Il avait dépassé l'entrée, et pénétré dans le salon. Il s'est arrêté si brusquement qu'Hannah lui a rentré dedans. Aïe. Fais attention, Brady, a-t-elle gémi. La ferme, a chuchoté Brady. Il me fixait. Pendant un instant, personne n'a bougé. La scène était surréaliste. Moi, assise en tenue de cérémonie complète, les médailles brillant sous le lustre, le visage impénétrable comme de la pierre. Eux, dans leurs vêtements de vacances, tenant des gobelets Starbucks à moitié vides. Et puis ses yeux ont dérivé vers la table. Il a vu la pile de relevés bancaires. Il a vu l'iPad. Et puis, il a vu la finition noire mat du SIG Sauer P320, posée à côté de l'urne en laiton. La couleur a déserté son visage brûlé par le soleil, lui donnant une teinte beige maladive. Jenna, a-t-il balbutié, sa voix tremblante. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu portes ton uniforme? Est-ce que c'est une arme? Hélène l'a bousculé, toujours aussi inconsciente de la réalité. Oh, arrête d'être si dramatique, Brady. Elle revient probablement d'un défilé ou quelque chose comme ça. Elle m'a regardé avec mépris, en posant son lourd sac à main sur mon sol propre. Bon, ne reste pas planté là comme une statue. Où est Victor? J'espère que tu as changé ses draps. Je n'ai pas envie de sentir son odeur quand j'irai dans ma chambre. Elle a regardé autour d'elle, en reniflant l'air. En fait, ça sent plutôt bon. Tu as fini par embaucher une femme de ménage. Je me suis levé. Le mouvement était lent, délibéré, et forçait une attention absolue. Le cuir de mes bottes a grincé doucement. Je n'ai pas regardé Brady. Je n'ai pas regardé la maîtresse qui se recroquevillait derrière lui. J'ai regardé Hélène droit dans les yeux. Victor n'est pas dans sa chambre, Hélène, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a traversé la pièce avec le poids d'un marteau de juge. Eh bien, où est-il? À l'hôpital? Elle a levé les yeux au ciel. Super. Encore une facture. J'ai lentement levé ma main gantée de blanc, et j'ai pointé un seul doigt vers la lourde urne en laiton, posée sur le tissu en velours au centre de la table. Il est juste là. Hélène a suivi mon doigt. Elle a plissé les yeux. Elle a regardé l'urne, puis moi, la confusion fronçant ses sourcils. C'est quoi, ça? Ça, ai-je dit. C'est le sergent Victor Harmon. Il a été relevé de son poste de façon permanente, hier matin à 3 heures pile. Le silence qui a suivi était étouffant. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Hannah a octé, portant la main à sa bouche. Mélissa a laissé tomber son téléphone. Il a heurté le sol avec un craquement, mais elle n'a même pas baissé les yeux. Hélène fixait l'urne. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme un poisson hors de l'eau. Puis, elle a finalement compris. Il est mort, a-t-elle chuchoté. Incinéré, ai-je corrigé. Selon ses derniers ordres. Pas de cérémonie. Pas de veillée. Aucune occasion pour vous de faire semblant d'en avoir quelque chose à faire.
L'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu le calcul dans les yeux d'Hélène. Elle ne digérait pas la perte d'un mari. Elle analysait l'image que cela renvoyait. Elle a réalisé qu'elle se tenait là, dans des vêtements de vacances colorés, alors que son mari était dans un bocal. Elle a réalisé qu'elle avait l'air d'un monstre. Alors, elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle s'est mise en scène. Oh! Oh mon Dieu! Hélène a poussé un cri perçant qui ressemblait à une sirène. Elle a jeté ses bras en l'air, et s'est effondrée sur le canapé. Mon canapé. Enfouissant son visage dans les coussins. Victor! Mon Victor! Non. Comment as-tu pu laisser ça arriver, Jenna? Tu l'as tué. Tu ne t'es pas occupé de lui. Elle s'est mise à gémir, des sanglots rythmés et aigus, totalement dépourvus de larmes réelles. Brady est sorti de sa stupeur, et a immédiatement sauté sur l'occasion. Il s'est avancé, bombant le torse, essayant de reprendre le contrôle de la pièce. Tu ne nous as pas appelés, a-t-il crié, son visage redevenant rouge. Tu l'as laissé mourir seul. Tu ne nous as même rien dit. C'est quoi ce jeu de malade, Jenna? Amener une arme dans la maison. T'es complètement folle. Tu nous fais une crise de stress post-traumatique. Il essayait de me manipuler. Il essayait de me faire passer pour la méchante. De me faire passer pour la vétérane instable, alors qu'il jouait le fils endeuillé. J'ai appelé, ai-je répondu froidement. J'ai envoyé des textos. Tu m'as dit de ne pas être dramatique. Tu m'as dit que les billets étaient non remboursables. Menteuse, a hurlé Hélène depuis le canapé, relevant la tête. Ses yeux étaient secs. Je n'ai jamais dit ça. Nous serions revenus instantanément. C'est toi qui nous as tenus à l'écart. Ouais, a ricané Brady, gagnant en confiance. Tu le voulais mort pour pouvoir, je sais pas, voler ses chèques de pension. Tu es malade, Jenna. Il a regardé Anna pour obtenir son approbation. Tu y crois à ça? Elle ment pour couvrir sa propre incompétence. Je n'ai pas argumenté. Je ne leur ai pas crié dessus en retour. J'ai simplement ramassé la télécommande sur la table. J'ai pensé que tu dirais ça, ai-je dit. J'ai pointé la télécommande vers la télévision de 60 pouces fixée au-dessus de la cheminée. Alors, j'ai amené un témoin. J'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est mis à clignoter. L'image était granuleuse, tournée dans la pénombre, mais l'audio était clair comme de l'eau de roche. Le visage de Victor a rempli l'écran. Il avait l'air épouvantable, squelettique, pâle, les yeux enfoncés. Mais son regard était intensément concentré sur l'objectif de la caméra. Hélène a arrêté de gémir au milieu d'un sanglot. Brady s'est figé. Sur l'écran, Victor a pris une respiration rauque. Je m'appelle Victor James Harmon. La voix râpeuse provenant de la télévision a résonné dans la pièce. Fantomatique et indéniable. Je suis sain de corps et d'esprit. Nous sommes le samedi 25 novembre. Victor a fait une pause à l'écran, passant la langue sur ses lèvres gercées. J'enregistre cette déclaration, parce que je connais ma femme, Hélène, et son fils, Brady. Je sais qu'ils vont mentir. Je sais qu'ils vont dire qu'ils ne savaient pas. Sur l'écran, Victor a levé un morceau de papier. C'était le mot froissé que Brady avait laissé. Ils m'ont laissé ici pour mourir, a dit Victor, sa voix gagnant en force par pure colère. Ils ont coupé le chauffage. Ils m'ont laissé sans nourriture. Et quand Jenna les a appelés, en les suppliant de rentrer à la maison. Je les ai entendus. Hélène tremblait maintenant. De vrais tremblements, pas de la comédie. J'ai entendu ma femme dire que les billets n'étaient pas remboursables, a dit Victor, crachant les mots. J'ai entendu mon beau-fils dire à sa femme de gérer ça. Le Victor de l'écran s'est penché plus près de la caméra, ses yeux bleus brûlant d'une intensité finale et terrifiante. Que les archives montrent que je ne leur dois rien. Ils ne sont pas ma famille. Ce sont des charognards, et j'ai fini de les nourrir. La vidéo s'est coupée au noir. La pièce était dans un silence de cathédrale. Hélène s'était redressée sur le canapé, le visage blanc comme un drap. Brady avait l'air d'être sur le point de vomir. Même Anna s'était éloignée de lui, le regardant avec un mélange d'horreur et de dégoût. J'ai baissé la télécommande. Ça, ai-je dit, ma voix tranchant l'air comme un couteau, c'était sa plaidoirie finale. J'ai regardé le groupe terrifié,
blotti dans mon salon. Les vacances étaient terminées. La gueule de bois ne faisait que commencer. Et maintenant, ai-je ajouté, en faisant un geste vers la cuisine, d'où l'on pouvait entendre les talons d'une avocate claquer sur le carrelage. Voici le verdict. Le claquement des talons de Patricia sur le parquet était le seul son dans la pièce. Elle est sortie du couloir de la cuisine, un dossier en cuir coincé sous le bras, ressemblant à un bourreau dans un tailleur sur mesure. Elle n'a regardé ni Hélène ni Brady. Elle a marché droit vers la table à manger, a posé le dossier à côté de l'urne, et l'a ouvert. « Qui c'est celle-là » a exigé Hélène, d'une voix stridente mais tremblante. Elle essayait de reprendre pied, mais la vidéo de son mari mourant lui avait coupé l'herbe sous le pied. « Je suis Patricia Reynolds », a-t-elle dit calmement, en ajustant ses lunettes. « Je suis l'avocate de Victor Harmon, et je suis ici pour exécuter ses dernières volontés et son testament, tel que modifié samedi soir dernier. » Brady a ricané, en croisant les bras sur sa poitrine. Il essayait d'avoir l'air dur, mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers l'arme sur la table. Un testament ? Le vieux n'avait pas un sou. Il vivait sur sa pension. C'est ce qu'il vous a laissé croire, a rétorqué Patricia, en sortant un document estampillé du sceau officiel du Commonwealth de Virginie. En réalité, M. Harmon était un investisseur très avisé. Ses actifs, détenus dans le Harmon Revocable Living Trust, comprennent un portefeuille diversifié chez Vanguard, et des avoirs immobiliers évalués à environ 3,2 millions d'euros. L'air a quitté la pièce. La mâchoire d'Hélène est littéralement tombée. Ses yeux se sont exorbités. 3 millions ? Elle s'est agrippée au bord du canapé. Il avait 3 millions d'euros, et il me faisait utiliser des bons de réduction pour la lessive. Il voulait voir si vous l'aimiez, Hélène, ai-je dit, d'une voix calme. Ou si vous vouliez juste le pactole. Eh bien, je suis sa femme, a hurlé Hélène, se levant d'un bond, le chagrin instantanément remplacé par la cupidité. Je suis sa plus proche parente. Cet argent est à moi. Brady, tu as entendu ça ? On est riche. Patricia s'est raclé la gorge. C'était un son sec et dédaigneux. En fait, Madame Mitchell, vous ne l'êtes pas, a déclaré Patricia. Elle a soulevé le document, et a commencé à lire. Je sous-signais, Victor Harmon, étant saint d'esprit, modifie par la présente la distribution de ma fiducie comme suit, à ma femme, Hélène Mitchell, et à son fils, Brady Mitchell, je ne laisse intentionnellement rien. Rien, a octé Brady. C'est illégal. Vous ne pouvez pas juste nous rayer du testament. Il le peut, et il l'a fait, a continué Patricia, l'ignorant. La formulation spécifique qu'il a utilisée était pour leur abandon et leur cruauté dans mes dernières heures. La totalité de la succession, soit 100% des actifs, doit être divisée comme suit, 50% au Wounded Warrior Project, pour soutenir les vétérans qui ont réellement servi leur pays. Elle a fait une pause, me regardant par-dessus ses lunettes. Étage 50%, ainsi que le rôle de fiduciaire et d'exécutrice testamentaire exclusif, à Jenna Flore. Brady est devenu d'une teinte de violet que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as donné la moitié de son argent à une association caritative, et tu lui as donné 1,5 million d'euros. Elle n'est même pas de son sang. Elle était la seule à lui tenir la main, pendant que vous teniez une margarita, a rétorqué sèchement Patricia. Elle a fermé le dossier avec un bruit sourd. Les documents ont été déposés au tribunal à 8 heures ce matin. C'est inattaquable. Vous pouvez essayer de le contester, mais avec les preuves vidéo de négligence et d'abandon que Jenna a rassemblées, aucun juge de cet État ne vous accordera un centime. En fait, vous auriez de la chance d'éviter de devoir payer les frais de justice. Brady avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. Jenna. Bébé, écoute. C'est de la folie. On peut arranger ça. Tu sais que je t'aime, pas vrai ? Nous sommes mariés. Cet argent, c'est notre argent. Ce sont des biens communs. J'ai ri. C'était un rire froid et sec. Des biens communs. Tu veux parler de notre argent, Brady ? J'ai atteint la pile de papier sur la table. J'ai pris les photos que j'avais imprimées depuis son compte Instagram. Celles de lui et de Anna sur le bateau de croisière. Je les lui ai jetées au visage. Elles ont volé dans l'air comme des confettis, atterrissant à ses pieds. C'est là que notre argent est parti, ai-je dit. 5 000 euros du fonds pour le toit.
1800 € pour la croisière. 600 € pour les boissons. J'ai pointé du doigt Anna, qui se tenait maladroitement près de la porte, serrant son sac Louis Vuitton, dont je soupçonnais maintenant qu'il était un faux. Tu as volé mes économies, pour jouer au sugar daddy avec une fille qui a l'air à peine majeure, ai-je craché. Tu as vidé notre compte joint. Tu m'as laissé avec 12 €, Brady. 12. Anna a baissé les yeux vers les photos éparpillées sur le sol. Puis, elle a regardé Brady. Ensuite, elle m'a regardé. Attendez, a dit Anna, sa voix nasillarde et confuse. Tu as dit que tu étais promoteur immobilier. Tu as dit que tu étais le propriétaire de cette maison. Il est au chômage, les jeux corrigés. Et il est fauché. Il n'a pas de travail. Il n'a pas d'héritage. Et depuis 5 minutes, il n'a plus de femme. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Elle fit le calcul instantanément. Pas d'héritage. Pas de femme sur laquelle s'appuyer. Pas de maison. Elle posa la main sur la poignée de porte. Bébé. Anna. Brady se tourna vers elle, désespéré. Où vas-tu? Mon Uber est là dans 3 minutes, a dit Anna en sortant son téléphone. Tu as payé la croisière avec une carte de crédit, n'est-ce pas? Ça veut dire que le paiement va être refusé. Je ne vais pas me retrouver avec la facture sur les bras. Anna, attends. Ne m'appelle pas, lui a-t-elle lancé. Elle a ouvert la porte et est sortie dans la neige, sans se retourner. La porte s'est refermée, scellant le silence. Brady restait là, les mains tremblantes. Il avait perdu l'argent. Il avait perdu la fille. Et maintenant, il réalisait où il se trouvait. Sortez, ai-je ordonné. Quoi? Brady cligna des yeux. C'est ma maison. J'y vis depuis 5 ans. Cette maison a été achetée par Victor en 2010, est intervenue doucement Patricia. C'est un actif de la fiducie. En tant que fiduciaire exclusive, Madame Fleur a le droit de gérer la propriété comme elle l'entend. Elle a émis un avis d'expulsion immédiat. Patricia a tiré une seule feuille de papier du dossier, et l'a tendue à Brady. Vous êtes des invités qui ont abusé de leur accueil. Vous avez 24 heures pour retirer vos effets personnels. Si vous restez sur les lieux après 10 heures demain matin, le shérif sera appelé pour vous expulser pour intrusion. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Hélène, en marchant vers la table. Elle avait l'air dérangée, les cheveux en bataille, le regard maniaque. Je suis une personne âgée. Tu ne peux pas me jeter dehors dans la neige. Je vais te poursuivre en justice. Je dirai à tout le monde que tu l'as maltraité. Maltraitance, ai-je répété doucement. J'ai atteint le dernier objet sur la table. Le flacon de prescription ambré. Je l'ai tenu à la lumière, le liquide transparent ballottant à l'intérieur. En parlant de maltraitance, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à devenir un murmure, qui résonnait plus fort que ses cris. J'ai fait tester le contenu de ce flacon par un laboratoire privé hier. Savez-vous ce que dit le rapport, Hélène? Hélène s'est figée. Son visage est passé du rouge au blanc cadavérique. Il indique que c'est 100% de l'eau du robinet, ai-je poursuivi. Falsifier une substance contrôlée est un crime grave. La maltraitance envers une personne âgée, impliquant le refus de soins médicaux, est un crime grave. Et puisque Victor est mort dans la douleur, parce que vous vouliez économiser de l'argent pour un sac Coach. J'ai claqué le flacon sur la table. J'ai déjà soumis le rapport du laboratoire et le flacon à la brigade criminelle de la police de Fayetteville. Ils sont très intéressés à l'idée de s'entretenir avec vous. Hélène a laissé échapper un son étranglé, portant la main à sa poitrine. Elle a trébuché en arrière, s'effondrant dans les bras de Brady. La prison, Hélène, ai-je dit en me penchant par-dessus la table. Vous ne devriez pas chercher un avocat pour me poursuivre pour de l'argent. Vous avez besoin d'un avocat de la défense pénale, pour vous éviter de porter une combinaison de prisonnier, assortie à votre peau orange. J'ai regardé Brady, qui tremblait en soutenant sa mère. Vous avez 24 heures, ai-je dit. Prends tes clubs de golf. Prends tes jeux vidéo. Prends ta mère, et disparaissez de ma vue. J'ai ramassé le SIG Sauer, et j'ai fait glisser le chargeur à l'intérieur. Le clic du métal se verrouillant en place a résonné dans la pièce. Rompez. Je suis sorti par la porte d'entrée, dans le froid mordant de l'hiver nord-carolinien.
L'air a frappé mon visage comme un seau d'eau glacée. Choquant et incroyablement purifiant. La sensation était différente de celle d'il y a 1 heure. Quand j'étais entré dans cette maison, le froid avait le goût de la mort. Maintenant, c'était le goût de la liberté. J'ai marché dans l'allée en direction de mon pick-up, mes bottes crissant en rythme sur la neige tassée. Je ne me pressais pas. Je n'avais nulle part où être, et le monde entier devant moi. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas une nouvelle fois. Jenna. Jenna, attends, s'il te plaît. C'était Brady. Il a couru sur le porche en chaussettes, glissant sur le béton verglacé, et manquant de s'étaler dans les buissons d'azalée. Il ne portait pas de manteau, juste ce polo moulant et ridicule, qu'il avait mis sur le bateau de croisière. Il faisait pitié, un enfant adulte brûlé par le soleil et grelottant de froid, debout dans les ruines qu'il avait lui-même créées. J'ai atteint mon camion, et j'ai posé ma main sur la poignée de la portière, mais je ne l'ai pas ouverte. Je me suis retourné lentement. Je voulais voir ça. Je voulais me souvenir exactement de ce à quoi il ressemblait, à ce moment précis. Il a dévalé les marches, ignorant le froid qui imbibait ses chaussettes, et a couru vers moi. Il s'est arrêté à quelques pas, haletant, son souffle formant de petits nuages blancs. Son nez coulait, et ses yeux étaient écarquillés par une panique animale et frénétique. « Bébé, s'il te plaît » a-t-il haleté en tendant la main, pour la retirer immédiatement en voyant le regard dans mes yeux. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas juste nous jeter dehors. Où va-t-on aller? On n'a pas un sou en liquide. » Ça ressemble à un problème personnel, Brady, ai-je dit d'une voix égale. Ce n'était pas mon idée, a-t-il lâché, les mots se bousculant. C'était maman. Tu sais comment elle est. Elle m'a fait culpabiliser. Elle a dit que Victor allait bien. Qu'il exagérait. Je voulais rentrer, je te le jure. C'est elle qui m'a forcé à rester. Je l'ai fixée, ressentant une vague de dégoût si puissante, qu'elle avait presque un goût métallique dans ma bouche. Voilà. La défense ultime de l'homme faible, jeter sa propre mère sous le bus, pour sauver sa peau. Tu as 34 ans, Brady, lui ai-je dit. Tu n'es pas un enfant. Tu as fait un choix. Tu as choisi le buffet à volonté, plutôt que l'homme qui t'a élevé. Tu as choisi une fille de 20 ans, plutôt que la femme qui payait tes factures. J'étais confus. C'était une erreur. Il est tombé à genoux dans la neige, joignant les mains. Je t'aime, Jenna. On peut arranger ça. Je vais mettre maman dehors. Je ne parlerai plus jamais à Anna. Juste, ne prends pas l'argent. Ne prends pas la maison. S'il te plaît. Il ne pleurait pas pour moi. Il ne pleurait pas pour Victor. Il pleurait pour son train de vie. Il pleurait la perte de son confort gratuit. Je baissai les yeux vers ma main gauche. La simple alliance en or et le diamant solitaire étaient là, scintillant sous le soleil d'hiver. J'avais porté ces bagues lors de 2 déploiements. Je les avais tournées nerveusement, lorsque des tirs de mortier faisaient trembler la terre en Syrie, priant pour pouvoir rentrer à la maison auprès de l'homme qui me les avait offertes. Elles ne ressemblaient plus à des symboles d'amour. Elles ressemblaient à des chaînes. J'ai retiré le gant de ma main gauche avec mes dents. L'air froid a mordu ma peau. Brady, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, l'espoir vacillant dans son regard larmoyant. Ouais. Ouais, bébé? J'ai saisi la bague de fiançailles. Elle était serrée. Mes doigts étaient gonflés à cause du sel des rations MRE, et du stress. Mais je l'ai arrachée en force, par-dessus l'articulation. Ça m'a écorché la peau, laissant une marque rouge, mais elle était partie. Je l'ai tenue en l'air. Sais-tu comment on appelle un soldat, qui abandonne son poste au milieu d'une bataille, lui ai-je demandé. Quoi? Il cligna des yeux, confus. Un déserteur, AWOL, ai-je dit. Absent without leave. J'ai fait un pas en avant, et j'ai lancé les bagues. Je ne les ai pas jetées doucement. Je les ai lancées avec la précision d'un lanceur de baseball. Elles l'ont frappé en plein milieu de la poitrine, rebondissant sur ce maudit polo, pour disparaître dans le tas de neige profond, près de l'allée. Tu as déserté ce mariage, Brady. Tu as abandonné ton poste. Il s'est précipité dans la neige, creusant frénétiquement là où les bagues étaient tombées, tel un chien désespéré cherchant un os. Je te renvoie par la présente, ai-je dit en le regardant de haut, pour conduite déshonorante.
Il s'est arrêté de creuser, et a levé les yeux vers moi, le visage décomposé. Jenna. Qu'est-ce que tu savais pour l'argent? Pour tout ça? J'ai ouvert la portière de mon pick-up, et je suis monté sur le siège du conducteur. La cabine était froide, sentait le vieux café et l'huile de fusil, une odeur infiniment plus réconfortante que la puanteur de crème solaire à la noix de coco qui empestait la maison. J'ai baissé les yeux vers lui une dernière fois. J'en savais assez, pour garder la trace des documents, ai-je dit. Garde toujours les reçus, Brady. Tu ne sais jamais quand tu auras besoin de retourner un produit défectueux. C'est froid, a-t-il chuchoté, en grelottant violemment. Non, ai-je rétorqué en claquant la portière. Le prix que tu paies aujourd'hui. C'est bon marché. Victor a payé de sa vie. Toi, tu ne paies qu'avec ton confort. J'ai tourné la clé de contact. Le moteur a rugi, un grondement profond et guttural qui a vibré à travers le siège. Je n'ai pas attendu que le chauffage se mette en route. J'ai enclenché la marche arrière. Brady a reculé précipitamment, alors que les pneus crissaient sur la neige. Il est resté là, seul dans l'allée, pieds nus dans la neige, regardant sa poule aux œufs d'or s'éloigner. Je me suis engagé dans la rue, et j'ai passé la marche avant. Alors que la maison rapetissait dans mon rétroviseur, j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau. Hélène a trébuché à l'extérieur, enveloppée dans une couverture, hurlant quelque chose après Brady. Il s'est tourné vers elle, en agitant les bras. Ils se retournaient déjà l'un contre l'autre. Sans un ennemi commun, et sans argent, ils se déchireraient entre eux avant le coucher du soleil. J'ai détourné le regard du rétroviseur, pour me concentrer sur la route devant moi. Le ciel était d'un bleu brillant et perçant. Le genre de bleu que l'on ne voit qu'après une forte tempête de neige. J'ai levé la main pour toucher la lourde chaîne en or autour de mon cou. La chevalière, la bague de Victor, reposait contre ma clavicule. Elle était chaude, comme un petit tison de feu contre ma peau. Un verset de l'école du dimanche est remonté des profondeurs de ma mémoire. Victor le citait parfois, à l'époque où son esprit était encore clair. Psaume 23h4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'avais marché dans cette vallée cette semaine. J'avais marché dans l'ombre de la mort, dans ce salon glacial. J'avais fait face au mal de l'indifférence et de la cupidité. Et je n'avais pas eu peur. Je t'entends, papa, ai-je murmuré à la cabine vide. Je ne crains aucun mal. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais victorieuse. Je me suis penché et j'ai allumé la radio. Du rock classique. Creedence Clearwater Revival. Fortunat Son. Ça m'a semblé approprié. Je ne retournais pas aux casernes. J'avais 30 jours de permission accumulés. J'avais un chèque d'1,5 million d'euros en cours de traitement. J'avais une nouvelle mission, trouver un endroit où l'air est pur, où les voisins veillent les uns sur les autres, et où la loyauté a un sens. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui j'étais. La famille, ce n'est pas le sang qui coule dans vos veines. C'est pour qui vous seriez prêt à saigner. Ce sont les gens qui se tiennent au coude à coude avec vous dans les tranchées, quand les tirs de mortier commencent à pleuvoir. Brady et Hélène n'étaient que des accidents biologiques. Victor était ma famille, et je lui avais fait honneur. J'ai baissé ma vitre d'1 centimètre, laissant le vent froid ébouriffer mes cheveux. J'ai pris une grande inspiration, emplissant mes poumons de l'air vif et pur d'un nouveau départ. L'addition était payée. Les comptes étaient réglés. J'ai appuyé sur l'accélérateur, laissant derrière moi la banlieue, la trahison, et les fantômes, dans un nuage de gaz d'échappement et de poudreuse. Je rentrais enfin à la maison. Ce fut ma dernière mission pour Victor. Mais je sais que la guerre contre les familles toxiques se déroule tous les jours derrière des portes closes. Victor nous a enseigné la leçon la plus importante de toutes. Le sang ne fait pas de vous une famille. La loyauté, si. Je sais que beaucoup d'entre vous ont traversé leur propre vallée de l'ombre de la mort, juste pour trouver la paix. Je veux entendre votre voix. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille, pour sauver votre propre âme? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez que la justice finit toujours par triompher, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre peloton. Assurons-nous que personne ne combatte seul. Rompez.